Dans l'actualité ce soir, début de campagne agricole au Burkina Faso, c'est déjà les travaux des champs de défrichement en attendant les premières pluies. La préoccupation reste les semences améliorées qui ne sont pas encore disponibles, mais pas seulement, les équipements promis par l'État burkinabé arrivent aussi tardivement. Comment expliquer cette situation si récurrente dans un pays à vocation agricole? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, mouvement d'humeur chez les grossistes transporteurs de bois de chauffe et de charbon de bois. Ils protestent contre la léthargie sur les activités causées par une grève des agents des eaux et forêts. Faut-il craindre une pénurie de bois de chauffe et de charbon les jours à venir? Élément de réponse dans cette édition. Et dans cette édition, le ministère de la Femme a lancé une caravane contre le mariage des enfants. La campagne vise à promouvoir des comportements favorables à l'abandon du mariage des enfants. Au Burkina en 2010, environ 53% des femmes mariées sont avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. Qu'en est-il de la situation dans la boucle de Mohun? Le constat à suivre dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le président du Faso-Roch, Marc-Christian Kaboré, a assisté ce dimanche dans la journée au sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma à la messe de clôture de la 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre débutée le 13 mai dernier dans la capitale burkinabé a réuni environ 150 évêques des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sous le thème « La nouvelle évangélisation et le développement humain intégral dans l'Église famille des dieux » en Afrique de l'Ouest. Janine Kambiré. Au pied de Notre-Dame de Yagma, de nombreux fidèles catholiques, parmi lesquels le président du Faso-Roch, Marc-Christian Kaboré. Chants de louanges et d'adoration, danses et acclamations, procession d'une quarantaine de cardinaux, d'archevêques et d'évêques venus de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, anglophone et lusophone. C'est l'action de grâce à Dieu, le miséricordieux en son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint. La 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, Rekowa Serao, s'achève. Monseigneur Ignacio Ayo Kaigama, archevêque d'Abuja, président de la Serao, préside la célébration eucharistique. Au cours de ces dernières décennies, l'on voit apparaître des menaces inattendues, des tragédies inédites et des catastrophes nouvelles qui cherchent à annihiler tous ces efforts de développement social et de promotion humaine. Face à cette inquiétante vague de violence qui souffle, non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur le Niger, le Mali et le Nigeria, nous exprimons notre plus vive condamnation et voulons assurer nos frères et sœurs meurtris de notre solidarité, de notre communion priante et de notre compassion. Moment de communion et d'intercession pour les nations africaines en proie aux crises sécuritaires et sociales. Avec la dernière énergie, les prélats dénoncent et condamnent les attaques terroristes, surtout les dernières perpétrées contre les communautés religieuses. Ils déplorent les conflits intercommunautaires et appellent les nations africaines à la paix, au pardon et à la tolérance. Je voudrais élever la voix pour présenter nos encouragements, nos félicitations à tous nos frères musulmans qui sont en carême. C'est le Ramadan. Et nous leur souhaitons un bon et fructueux carême et qu'ils grandissent dans la vie en Dieu et dans la sainteté. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter que nous puissions continuer la route ensemble, la main dans la main, pour un monde meilleur, un monde réconcilié, dans la justice,
et dans la paix véritable. La nouvelle évangélisation et la promotion du développement humain intégral dans l'Église Famille de Dieu en Afrique de l'Ouest a ponctué la réflexion tout au long de la 3e assemblée plénière. Pour les évêques, la nouvelle évangélisation implique un engagement qui devrait se traduire par la justice, l'amour du prochain, la solidarité, la tolérance, la fraternité, le pardon et la compassion. Hommes politiques, autorités administratives, coutumières et religieuses, jeunes, toutes les couches sociales et socio-professionnelles, chacun à son niveau doit jouer sa partition pour une paix solide et durable en Afrique de l'Ouest. C'est fini pour les premières journées des promotionnelles des semences à Ouagadougou organisées par l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina. L'événement a donné l'opportunité à plusieurs compagnies sémencières d'exposer sur les variétés de semences certifiées de diverses spéculations. Une belle opportunité pour les producteurs aussi et les investisseurs agricoles de nouer des contacts et de se procurer des semences de qualité. Ernest Kambiré. C'est un pari réussi pour les organisateurs des premières journées promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées JPROSTAT 2019. En 72 heures, les exposants membres de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, UNPSB, ont donné à voir une diversité, une variété de semences agricoles améliorées, produites et certifiées par la recherche burkinabé. Une première qui a contribué à la promotion des semences agricoles certifiées, une véritable fenêtre d'opportunité pour les acteurs. Comme c'est une première, je pense que c'est une bonne idée. Il n'y avait pas assez d'engouement, mais je pense que non. On a eu un peu de clients. Bon, les gens ont pu payer ce qu'ils pouvaient. En termes de quantité, on a mené 5 tonnes. Voilà, on peut dire ce qui est sorti, ça vaut en tout cas 2 tonnes. Donc on peut dire que c'est acceptable. Il y a des gens aussi qui sont entrés en contact avec nous pour des commandes futures. Donc on pense que c'est un partenariat qui va se nouer. À travers la tenue effective de ces journées promotionnelles, les semenciers du Burkina viennent ainsi de traduire leur engagement à jouer pleinement leur partition dans la réalisation de l'objectif fin zéro dans notre pays. Toute chose qui passe nécessairement aujourd'hui par l'adoption et l'utilisation à grande échelle des semences agricoles améliorées certifiées, moyen d'intensification de la production agricole. C'est une fierté pour nous. C'est un programme qui nous tenait vraiment à cœur. Et cette année, nous avons réussi à la réaliser. Et ça fera vraiment un boom au niveau des producteurs. Pour accroître les rendements, il faut de la semence améliorée, de qualité et certifiée bien sûr. Et cela, nous avons vu qu'il y a ces semences ici. Et nous avons vu que il y a beaucoup de producteurs qui sont venus prendre ces semences parce que nous savons que nous sommes à l'orée de la campagne agricole et cela est une bonne chose de faire cette promotion pour que les gens puissent savoir quel type de semences ils vont prendre en fonction de leur zone pour pouvoir vraiment assurer la production cette année. Avant de se donner rendez-vous pour la 2e édition, les membres de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina ont eu une pensée pour leurs camarades victimes des violences intercommunautaires et du terrorisme. Plus de 2 millions de francs CFA de semences agricoles certifiées ont été remis au ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire pour les déplacés. Sans transition, on en vient à notre grand format de ce dimanche. Pour soutenir la production agricole au Burkina Faso, le gouvernement accompagne depuis une décennie les producteurs les plus vulnérables en semences, intrants et équipements agricoles. Mais ces dotations arrivent le plus souvent en retard. Comment expliquer cette situation si récurrente dans un pays à vocation agricole? A-t-on conscience que l'on vit des périodes de changement climatique? Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiré ont tenté de comprendre pour nous. Explication. L'une des actions phares de la politique agricole burkinabé depuis 2008 est la subvention des semences, engrais, matériels et équipements agricoles et animaux de trait à travers des opérations de distribution aux producteurs les plus vulnérables. Objectif, booster la production agricole nationale en ces temps de changement climatique. 10 ans après, si l'impact de ces intrants et équipements agricoles sur les objectifs de production annuels ne fait aucun doute, la mise à la disposition de ces semences auprès des producteurs suscite à chaque campagne des remous quant à leur arrivée tardive chez les bénéficiaires.
Comment expliquer cette situation si récurrente dans un pays à vocation agricole et à l'heure des changements climatiques? C'est vraiment avec un pincement au cœur que nous constatons ça, parce que les intrants arrivent à un moment donné où la campagne a déjà démarré. Alors pour cette année, nous avons interpellé le ministère de l'Agriculture et des Aménagements agricoles afin qu'ils puissent prendre des dispositions pour que nous puissions avoir les intrants à temps au début des campagnes. Parce qu'au niveau de la base, nous, en tant que responsables de ces institutions rurales, là, comme la Chambre d'agriculture, nous sommes interpellés par nos ressortissants. Il y a des conventions qui doivent être signées, non seulement avec les ministères, souvent de l'agriculture, qui est un de nos partenaires privilégiés depuis longtemps, mais il y a également d'autres ministères des finances, autres qui sont impliqués. Donc ça fait que souvent, pour que le processus puisse aboutir à la signature des conventions, ça prend souvent un certain temps. Il faut à un moment donné qu'on puisse s'asseoir et savoir quels sont nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut une planification à la base, c'est-à-dire depuis les communes, les provinces, les régions, qu'on puisse planifier les besoins. Mais il y a aussi le fait que jusqu'à présent, il y en a qui, parmi les producteurs, ne savent pas ce que c'est que la semence améliorée. Ou même quand ils le savent, ils ne savent pas, ils n'ont pas les moyens. Entre manque de planification et problème d'organisation, quelle alternative pour sortir de cette situation quand on sait que le taux d'utilisation des semences agricoles améliorées certifiées ne dépasse guère les 12% au plan national? Il y a 4000 producteurs qui sont répartis dans les 13 régions du Burkina. Nous, ce que nous demandons, c'est que les besoins soient tout simplement exprimés. Si nous savons que cette année, les besoins est telle quantité, nous allons prendre des dispositions idoines pour pouvoir faire la production. Maintenant, si la demande vient après coup, nous ne pouvons pas. Bon, le ministère est aujourd'hui en train de travailler pour élaborer un modèle de distribution, un modèle adapté pour permettre aux producteurs d'avoir les semences à temps. Il y a ce qu'on appelle un modèle de subvention amélioré. Et le ministère a de travailler pour élaborer ce modèle de subvention qui va permettre de disponibiliser les semences à temps. Pour la campagne 2019-2020 qui s'annonce, l'État burkinabé projette de mettre à la disposition des producteurs les plus vulnérables 4000 tonnes de semences, toutes spéculations confondues. Moins de 40% de la production semencière nationale disponible, même s'il faut reconnaître les efforts du gouvernement en la matière. Actuellement, nous attendons qu'on nous donne le top départ pour que nous puissions en tout cas commencer à disponibiliser les semences dans les endroits indiqués. Qu'à cela ne tienne, l'adoption et l'utilisation à grande échelle des semences agricoles améliorées certifiées reste aujourd'hui l'une des alternatives, l'une des solutions préconisées par les spécialistes face aux effets néfastes des changements climatiques dans l'intensification de la production agricole. La saison des pluies a donc débuté au Burkina et la campagne agricole sur le terrain, c'est déjà les travaux de défrichement des champs en attendant les premières pluies agricoles. Pour les producteurs, la préoccupation reste les semences améliorées qui ne sont pas encore disponibles et certains font déjà recours aux semences classiques. Constat avec Jean Zongo, Soumaïla Ouedraogo et Vincent Tiendrebego. Pour Yacouba Delman, les premières pluies pour la campagne agricole ne devraient plus tarder. Alors, il s'active à défricher son champ. Les arbustes sont coupés et la fumure organique déposée. Issouf Zerné est lui aussi agriculteur et il prépare déjà sa semence. Ici, les paysans ont une préférence pour un type de semence, les semences améliorées, pour s'adapter aux aléas climatiques. Les producteurs ont compris l'importance de la semence améliorée et ils ont même adopté. Et la preuve en est qu'ils nous réclament chaque année la semence améliorée. Dans le champ de Yacouba, tout est fin prêt. Reste une préoccupation pour le paysan. Il ne dispose pas encore de la semence améliorée que l'État met à la disposition des producteurs à chaque campagne agricole. C'est urgent maintenant. Il y en a qui ont même commencé à semer sans attendre les semences améliorées.
Le temps passe et si on s'hasarde, on risque de ne pas être dans le temps de la saison. Les services techniques, eux, rassurent. L'État veillera à la disponibilité des semences, mais il faudra encore attendre. Il y a une large opération de recensement de tous les ménages et de tous les producteurs de la province. Et à ce stade, nous attendons la validation pour contracter directement avec les opérateurs privés. Et les producteurs vont aller directement, une fois qu'ils sont choisis, ils vont aller directement s'approvisionner auprès de ces producteurs. Donc on espère en tout cas que si le processus se continue normalement, d'ici la fin du mois, qu'on pourrait en tout cas inviter les producteurs à pouvoir aller auprès de ces différents fournisseurs pour pouvoir prendre leur kit de semences, c'est-à-dire les semences subventionnées bien sûr par l'État. Le couple Noro n'attendra pas ces semences. Ici, la campagne a déjà débuté. Je suis dans une sorte de bas-fond. Si j'attends après la pluie, l'eau stagne et on ne peut plus s'aimer. Donc il faut que je sème avant que l'eau ne vienne. Sur le terrain, les techniciens préconisent une autre solution qui consiste à s'approvisionner directement chez les producteurs semenciers, s'il y a lieu. Cette année, nous, on les a, en tout cas, dit clairement, cette année, les semences de l'État, bon, nous n'avons pas une idée là-dessus d'abord, voilà, et comme la campagne s'installe, voilà, c'est mieux, voilà, d'aller vers les producteurs semenciers qui disposent les semences déjà. Vous allez payer vos semences et si vous êtes prêts, vous commencez à semer. C'est l'alternative au retard de la semence subventionnée, sauf que là, c'est beaucoup plus cher. Le directeur général des productions végétales au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles nous a rejoint. Monsieur Pascal Soubeiga. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu dans les reportages qui suivent. Chaque année, c'est la même situation, une sorte d'éternel recommencement. Est-ce que finalement, ce n'est pas du saupoudrage de la part du gouvernement? On ne sent pas une vraie volonté d'accompagner réellement les producteurs. Est-ce que vous comprenez le cri de cœur des paysans que nous avons suivis dans ces reportages? Oui, effectivement, je comprends les inquiétudes qui sont exprimées parce que chez nous, on dit que lorsque l'os dure dans l'assiette, ben, ça inquiète le chien qui attend à côté. Mais je voudrais quand même les rassurer qu'ils auront les semences assez rapidement. Parce que dès la semaine qui commence demain, donc les structures, les fêtières donc, avec lesquelles le ministère a signé donc, la convention, vont déployer ces semences-là dans les communes. Parce que les semences sont déjà prépositionnées dans les régions, dans les provinces et en fonction aussi de la disponibilité des magasins dans certaines communes. Donc ça veut dire que dès que ça commence, c'est la proximité. Donc en l'espace d'une semaine au maximum, les semences seront dans les communes à la disposition des producteurs. Mais comment on peut expliquer ces dysfonctionnements? Non, bon, il n'y a pas de dysfonctionnement. Il y a seulement qu'il y a un certain nombre de facteurs externes qui jouent et qui font que on n'a pas toujours les semences peut-être au moment que l'on désire. Mais je voudrais aussi relativiser le retard dont on parle. Parce qu'en termes de retard, le retard n'est pas lié à un mois donné, mais le retard peut être compris comme étant donc, la période de semis. Et quand nous regardons l'installation de la campagne, actuellement, on ne peut pas dire qu'on est en retard. Parce mais on l'a vu, il y a des producteurs dans le reportage qui disent que s'ils doivent attendre, et donc le couple Noro par exemple. Oui, il sème parce qu'il dit qu'il est dans un bas-fond. Mais sinon, quand vous regardez les opérations actuellement sur le terrain, c'est le dépôt de la fumure organique. Ça veut dire que véritablement, les semis n'ont pas commencé. Et je voudrais ajouter une chose. Et pour nous, techniciens, il est même mieux que les producteurs reçoivent les semences juste au moment où ils vont aller semer. Parce que s'ils le reçoivent longtemps à l'avance, les conditions de conservation n'étant pas maîtrisées,
ces semences-là peuvent se détériorer. Il y a les rongeurs qui peuvent les attaquer, les conditions d'humidité peuvent entraîner des moisissures qui peuvent altérer donc la qualité de ces semences-là. Donc dans un certain sens, c'est même mieux qu'ils reçoivent les semences juste au moment d'aller semer et qu'à partir du stock, donc du magasin où ils ont été servis, qu'ils continuent directement au champ avec, et c'est là qu'ils peuvent valoriser effectivement toute la performance de cette semence. Oui, M. Soubega, pour la distribution des intrants au Burkina, le gouvernement avait envisagé il y a quelques années la création d'une centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole. Où en est-on avec ce projet? Eh bien, ce projet avance, et avance très bien. Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'examiner les projets de texte. Nous l'avons commencé vendredi. On va achever ce travail demain. Et le mardi, nous aurons une rencontre avec toutes les parties prenantes potentielles. Ça veut dire tous ceux qui sont censés adhérer à la CAIMA. Nous les rencontrons mardi. Nous allons leur présenter justement l'option que nous proposons. Avec les projets de texte, nous allons discuter. Et puis, si à l'issue donc de cette rencontre, il y a des parties prenantes qui sont prêtes à s'engager, eh bien, nous allons programmer l'Assemblée générale donc constitutive de cette structure. Et puis, voilà, la CAIMA sera née. Puisque son objectif, c'est d'éviter les retards. Justement, je crois que la solution définitive à tous ces problèmes que nous rencontrons, c'est vraiment non seulement de pouvoir disponibiliser les intrants en quantité suffisante, parce que la centrale va commander en grande quantité avec l'appui, bien sûr, de partenaires qui se sont déjà annoncés, mais également la centrale va disposer donc d'agences ou d'annexes dans les régions, de sorte que tout au long de l'année, les intrants seront disponibles. Les intrants et les équipements, ça veut dire les engrais, les semences, et les équipements agricoles seront disponibles tout au long de l'année et chacun pourra, au moment où il veut, s'y approvisionner. Oui, pour terminer, M. Soubega, il y a la question de la sécurité qui a causé des déplacements internes. Et cette année, comment rassurer les producteurs, malgré cette situation difficile, que le gouvernement fera en sorte que les activités agricoles puissent se mener comme il se doit? Non, les activités vont se mener parce que si on regarde sur l'ensemble du territoire, dans la majorité des communes, les agents sont encore déployés sur le terrain. Là où, pour des cas de force majeure, les agents ne sont plus sur le terrain, nous avons un mécanisme de vulgarisation donc, dans des zones à sécurité précaire qui nous permet de nous appuyer sur les associations locales qui interviennent déjà dans la vulgarisation et qui sont des acteurs du milieu. Nous allons nous appuyer sur eux, bien sûr en renforçant leurs capacités pour qu'ils puissent justement prendre le relais donc, de la vulgarisation dans ces zones-là. Merci à vous, M. Pascal Soubega, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture. Merci d'être venu. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, l'Agence nationale de la météo a annoncé un début de campagne agricole précoce entre le 1er et le 20 mai. Dans la province de la Bougriba, par exemple, on assiste plutôt à un début de campagne difficile. Si certaines communes ont reçu quelques précipitations, ce n'est pas le cas de celle de Tiankoura, une situation qui contraste avec la campagne de l'année dernière. Les détails avec Lambert Soulama. Dans cette exploitation, les agriculteurs s'activent. Nous sommes à Babla Birifo, village situé à 15 km de Djebougou. Bonjon Teda et autres producteurs préparent cet ancien champ, mais ils comptent aussi occuper de nouvelles terres. Pour faire un nouveau champ, nous coupons les herbes et les arbustes. Nous les rassemblons pour les brûler par la suite. Aussi, c'est le moment d'épandre la fumure organique.
Sur sa superficie de 3 hectares, cet autre producteur est aussi à la tâche. J'ai commencé à mettre la fumier organique que j'ai faite. Ensuite, vous avez vu un tas d'arbustes que j'ai déposés. Ça sert effectivement à faire mon champ d'igname que j'avais produit l'année passée. Je préfère encore refaire un peu le champ d'igname. La seconde pluie qui va venir, je vais commencer à faire mes buts d'igname. Pour le chef de zone d'agriculture de Diebougou, la campagne s'installe difficilement. Au cours du mois de mai, nous n'avons enregistré que 2 pluies. Et la première pluie, nous avons enregistré 5 mm. La deuxième pluie, qui était le 10 à côté, nous avons enregistré 13 mm. Donc actuellement, les activités démarrent très difficilement. Comme activité phare qui se trouve actuellement sur les terrains, c'est comme vous le conseillez moi, c'est le défrichage des champs. Et pour moi, c'est l'épandage de la fumier organique. Sur les 5 communes que compte la province, celle de Tiankoura n'a pas encore reçu de pluie utile, selon les techniciens, ce qui contraste avec la campagne écoulée. L'an passé, à la même période, on avait enregistré des grandes pluies. Et à partir du mois de mai, déjà, on avait de la verdure au niveau de certains balcons non aménagés, disons. Mais cette année, c'est purement le contraire. Le responsable provincial en charge de l'agriculture donne quelques conseils aux producteurs afin de réussir cette campagne. La première des choses, c'est la semence. Puisque la base de la production, c'est la semence. Donc il faut que les producteurs acquièrent de la semence améliorée. Et deuxièmement, c'est la fumier organique qui nous permet au moins en tout cas, de maîtriser un peu l'humidité au niveau du sol. La troisième, c'est la lutte contre les adventices, les mauvaises herbes. Les agriculteurs, quant à eux, attendent avec impatience l'arrivée des pluies pour se mettre à la tâche. Dans l'actualité ce soir, les grossistes transporteurs de bois de chauffe et de charbon de bois ne sont pas contents du ministère de l'Environnement. Ils ont observé un sitting ce samedi 18 mai pour protester contre la léthargie sur leurs activités causée par une grève des agents des eaux et forêts. La grève en question a occasionné la non-délivrance de documents afférents au transport du bois de chauffe et du charbon de bois. Et les acteurs de la filière craignent donc une pénurie de bois de chauffe et de charbon de bois les jours à venir. Plus de détails avec Vincent Tiendrebego. Ras-le-bol de l'association des grossistes transporteurs de bois de chauffe et du charbon de bois et détaillants. Les membres de cette association disent être victimes collatérales de la grève entamée par les agents des eaux et forêts. Un mouvement d'humeur ce jour, cette association demande aux autorités compétentes de trouver une solution à la situation. À Ouagadougou comme en Brousse, les agents des eaux et forêts ont arrêté immédiatement. Ils ont dit qu'ils ne vont plus nous donner des papiers pour transporter le bois dans les différentes villes du Burkina. Nous lançons un appel vraiment aux autorités compétentes de voir le ministère de l'Environnement ou le ministère des tutelles et leurs agents pour que vraiment ils règlent le problème dans le très bref délai. Les grossistes et détaillants du bois de chauffe et du charbon de bois souhaitent que les forêts soient réouvertes afin qu'ils puissent évacuer leur stock avant la saison des pluies. Au cas contraire, cela pourrait occasionner une pénurie de bois. Selon les membres de l'association, les activités de chargement et de distribution du bois de chauffe sont au ralenti depuis 3 semaines maintenant. Et ces transporteurs de bois n'excluent pas de continuer leurs revendications sous d'autres formes si aucune solution n'est envisagée. Autre actualité dans ce journal, le ministère de l'économie, des finances et du développement a entrepris fin avril 2019 une opération casier vide dans le but de lever les goulots d'étranglement constatés dans les activités essentielles de mobilisation des recettes fiscales. Près de 3 semaines après, quelle est la situation? Réponse avec Olopoda. Direction des grandes entreprises ce vendredi 17 mai. Ce n'est pas la grande affluence. La raison, il faut la chercher dans l'application des mesures prises par le Conseil des ministres le 30 avril dernier pour désengorger les services des impôts, mais également l'instauration des téléprocédures pour les entreprises relevant de ce segment. Ces mesures étaient notamment la mise en œuvre d'une opération quasi vide pour permettre en fait de traiter les dossiers relatifs aux actes d'enregistrement. La seconde opération, c'était le renforcement des équipes pour le traitement des demandes d'attestation. Il y a aussi l'ouverture en continu de 7h30 à 16h des guichets des services de recette.
Une autre mesure, pas des moindres, l'ouverture des caisses tous les samedis de 8h à 13h jusqu'à la normalisation. Une mesure qui vient conforter les entités de la Direction générale des impôts chargées du recouvrement des recettes, des enregistrements des actes et du traitement des demandes d'attestation. On rendait compte effectivement que nous avions beaucoup de dossiers à naissance. On s'organisait pour travailler le samedi. Donc cette mesure est venue effectivement nous conforter. Et cela nous a permis effectivement de repartir de si belle. Et nous souhaitons véritablement pouvoir continuer à travailler tous les samedis. On était à 3 équipes, maintenant on se trouve avec 4 équipes. Donc ça fait que vraiment, en tout cas ça commence à aller. 3 semaines après la mise en œuvre des mesures du gouvernement, l'engorgement des services des impôts n'est plus qu'un souvenir. Au moment de la rupture, là, vraiment c'était pas facile. Et je pense que, comme on a repris là, le travail fonctionne à merveille. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, si je n'arrive pas à le faire, demain du mois, étant dans un privé, vient nous travailler le samedi, je peux venir me mettre à jour. Donc, cela, vraiment, c'est la bienvenue. Au guichet unique du foncier, tout comme à la direction des grandes entreprises, les travailleurs ont pu évacuer le lot des dossiers qui constituaient des goulots d'étranglement. Il y a eu 1373 marchés, contrats qui devaient être en tout cas passés à la formalité et tous ces actes ont pu être enregistrés. Donc aujourd'hui, en matière d'enregistrement, nous avons pu en fait rétablir la situation antérieure. Nous avons pu mettre une équipe spéciale pour effectivement apurer le passif, surtout au niveau du service chargé des évaluations des investissements sur le terrain. Donc nous avons pu être accompagnés à cet effet par le service du CARAS qui a pu mettre à notre disposition 2 techniciens pour pouvoir identifier éventuellement les terrains. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en tout cas pour ce qui concerne les évaluations, nous n'avons plus d'instances particulières qui méritent vraiment des commentaires. Le retard est rattrapé, nous a-t-on dit, mais les services des impôts invitent tous les contribuables non encore à jour à bien vouloir se conformer aux nouveaux délais. Le ministère de la Femme, de son côté, a lancé une caravane contre le mariage des enfants débutée le 3 mai dernier dans la boucle du Mouhoun. La campagne vise à promouvoir des comportements favorables à l'abandon du mariage des enfants. Au Burkina Faso, en 2010 par exemple, environ 53% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans. Qu'en est-il de la situation dans la boucle du Mouhoun? Les réponses avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadgo. Fatimata Sidibé, 16 ans, est élève en classe de 5e au CIG de Kosso dans la commune rurale de Warkoy. Elle a été victime d'un mariage forcé. J'ai demandé à mon père de me laisser fréquenter, il a refusé. Et je lui ai convoqué en même temps à Warkoy. Je veux devenir comme professeur, comme ça, docteur. Si Fatimata Sidibé a osé affronter ses parents pour reprendre ses cours, Agyaratou Sankara, elle n'a pas eu cette chance. Elle a 16 ans et porte une grossesse de 6 mois. Elle n'est pas scolarisée. C'est mon père qui m'a donné un mariage. Je n'avais pas le choix. Maintenant, je ne supporte pas la grossesse et je suis tout le temps malade. Le cas de ces jeunes filles n'est pas isolé. Tenez, dans la commune rurale de Bourasso, dans une classe de 4e, au moins 5 filles dont l'âge est compris entre 16 et 18 ans sont mariées. Rien qu'hier, nous avons enregistré un cas d'accouchement dans un village d'une de nos élèves de la classe de 6e. Elle a 15 ans. Donc, présentement, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous comptons l'accueillir à nouveau, lui donner les conseils nécessaires pour qu'elle n'abandonne pas. Entre 15 et 17 ans, on peut atteindre au moins les 15-20 comme ça, le cas de grossesse. La plus jeune mère que j'ai rencontrée ici, elle avait 14 ans. Et que dire de la commune de Yé et de Gassan? Pour l'imam célébrant des mariages à Gassan, ils n'ont pas besoin de l'âge d'une fille pour la donner en mariage.
Nous la jugeons mature par sa forme. Lorsqu'elle a une poitrine bien formée, nous demandons à la maman si sa fille voit ses menstrues, alors nous célébrons le mariage. Lorsque le garçon aussi a atteint la puberté, nous célébrons le mariage. Je suis là, ça fait à peine 3 mois. Donc je peux dire que le phénomène est là. En 3 mois, j'ai reçu 3 cas. Mais qu'est-ce qui pousse les parents à donner leur fille en mariage avant l'âge mature? Vous-même, vous prenez votre décision que vous allez garder votre fille dans votre concession jusqu'à ce qu'elle atteigne 18 ans. Mais vous constatez, à votre grande surprise, à 14 à 15 ans, l'enfant vient avec une grossesse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on passe dans ça? Ou bien, bon, vous dites que l'enfant n'a pas l'âge, et brusquement, elle disparaît, vous ne le voyez pas. Vous vous renseignez, c'est surtout qu'elle est un garçon. C'est comme ça, raison pour laquelle souvent on est obligé de la donner avant les 18 ans. La problématique des mariages précoces des filles, une triste réalité dans la région de la boucle du Moun. Selon une étude de l'UNFPA menée en 2016, les provinces de la Kossi et des Banwa enregistrent les taux les plus élevés avec respectivement 39% et 29%. Une situation qui interpelle plus d'un. Un monde idéal, c'est l'exposition que présente l'artiste plasticien Salfo Dermé à Koudougou. C'est une expo qui traite la thématique comme l'environnement, l'éducation et la culture. Visite avec Roger Bembamba et Christine Koulibaly. Un monde équilibré où l'homme et la nature vivent sans conflit, sans pollution. Un monde où l'éducation tient compte du potentiel de chaque enfant, où l'homme et la femme vivent en tandem, veillant sur l'épanouissement de leur progéniture, tout en leur transmettant les valeurs cardinales africaines. Un monde où la culture est le socle de tout développement. Bref, voici le monde idéal de l'artiste plasticien Salfo Dermé. Cette œuvre, quand vous regardez l'homme avec son mal-être, moi je prends un peu après la colonisation. Parce qu'après la colonisation, ça veut dire que tu vois, quand tu pars dans les services, tout ça, il y a des gens, ils sont toujours en costume. Or, ce n'est pas vraiment notre culture. Nous aussi, on a nos costumes. On pourrait les faire. Mais maintenant, ça veut dire que le gars, il est au bout. Parce qu'il y a certains escaliers, il est monté, il est au bout. Et puis si vous regardez le vide, cette vide, c'est la moitié de la culture qui reste. Mais maintenant, ça, c'est l'histoire du vieux marmite. Parce que des fois, on dit que les vieux marmites aussi font la bonne sauce. Donc, il a au bout de sa culture. Donc, s'il est intelligent, il repart un peu en arrière. Donc, c'est pour cela qu'il est en train de regarder sa culture. Une réappropriation de notre culture, voilà ce que propose l'artiste. Aujourd'hui, quand les Européens viennent ici et puis voient comment on vit dans nos foyers, ils trouvent que c'est très riche. Mais pourquoi on ne les met pas dans nos services, dans notre vie quotidienne? Donc ça veut dire que c'est ça aussi qui peut amener du tourisme, même quand on regarde au sein de la construction. Ça ne ressemble à rien, parce que quand tu regardes les gens, quand ils ont envie de voir un cage ou un grenier, il faut qu'ils partent dans des villages. Donc, or, les architectes pouvaient évoluer la construction africaine, hippique africaine, pour que le tourisme puisse venir. Une vision que Salfo Dermé souhaite partager avec le maximum de Burkinabés. À Koudougou, l'exposition prendra 1 mois, puis cap sera mis sur la capitale, Ouagadougou. Et puis on reste à Koudougou pour découvrir ce jeune slameur étudiant en année de licence à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Judikaël Zongo, qu'il s'appelle, pratique un art urbain avec des talents d'un orateur hors pair. Présentation avec Aruna Maré. Et on ne cessera jamais de lui répéter que pour qu'il puisse s'accomplir nous ayante, pour que l'intégrité fasse union avec sa poitrine droite. L'Albatros déclame une poésie orale et urbaine dans l'enceinte de l'université Norbert Zongo de Koudougou. C'est la composition personnelle qui a valu le premier prix en slam lors des récents Jeux universitaires à Judikaël Zongo, étudiant en lettres modernes. Je ne l'ai pas fait seul. Je suis arrivé notamment par des amis, des encouragements et tous ceux qui m'ont aidé, qui ont cru en moi. Et on est arrivé, voici le résultat.
Son texte est une invite à plus de promotion de la culture et du sport dans les temples du savoir. L'Albatros, comme il se fait appeler, a appris à apprivoiser l'écriture grâce à son frère aîné qui lui a transmis les rudiments de ce mouvement poétique, social et culturel. C'est pas surtout facile parce que c'est un peu difficile souvent de concilier ce que l'on fait et de sacrifier souvent une nuit blanche comme ça pour écrire un texte. Mais quand on veut, on peut. Art du spectacle, le slam fait appel au texte, à la voix et au corps pour le gestuel. La première scène de l'Albatros remonte à 2017. Et depuis, l'étudiant voue un amour pour ce art oratoire et enchaîne les compositions à ses temps libres. En pratiquant ce slam-là, ça me permet de toujours rester ancré dans ma culture. L'Albatros fait appel aux instruments de musique traditionnelle pour donner plus de rythme et de couleur à ses compositions. Le choix des instruments est intimement lié à l'émotion recherchée. En général, Judikel Zongo slame sur la mélodie du balafon et du djembé. En tant que musicien, moi je m'occupe du côté mélodie et du côté rythmique de son slam. Voilà, il compose les textes, généralement on travaille vraiment en synchro, il compose ces textes et moi j'écoute, j'essaie d'apporter ce qu'il faut comme mélodie et comme rythmique pour encore agrémenter son slam. Tout comme le rap, le slam est aussi un art de revendication. À l'image de grands noms du slam burkinabé, l'Albatros nourrit l'espoir de gravir les échelons et de s'installer un jour dans la cour des grands une fois ses diplômes en poche. Et puis pour terminer, Dimanche Sport ce soir, c'est avec vous, Lassina Sawadogo. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Fousseini Kindo. Clap de fin pour le Faso Foot ce samedi. C'est aussi 3 épisodes de notre sprint. Lassina, on l'a vu entre Raimo, Salitas FC. Et au final, c'est Raimo FC qui s'offre le titre de champion. Un club bobolais après la SFB. Oui, vous le dites, un club bobolais avec un petit sourire au coin. Ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, nous, on a porté du Coco Dona pour rendre hommage à Bobo Dioulasso et surtout à l'équipe de Bama Fousseini. C'est le 3e épisode de ce final du Faso Foot qui a été de tout suspense. On s'y a écrit samedi dernier à un tour du Faso sur le boulevard de la Révolution à Bobo Dioulasso avec un sprint ravageur Fousseini. Vous savez, ils étaient au coude à coude de Raimo. Il s'agit de ça depuis maintenant quelques journées. L'équipe de Bama était en retard au nombre de buts et c'est offert malgré tout le Graal face au Ray Club du Kadiogo du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Victoire des académiciens sur le score de 2-1. Une victoire étriquée, Fousseini, mais suffisante puisque de l'autre côté il y avait une autre finale entre Salitas et l'USFA. Donc Salitas a buté, 0 but partout. Du coup, Raimo devient leader du Faso Foot. On va d'abord vous faire vivre dans les conditions assez spéciales cette victoire de Raimo qui lui offre le titre de champion du Burkina avec Khalifa Ouattara et Konsoum Koulibaly. Il fallait le faire. Et Raimo FC l'a fait. Une victoire sur le Ray Club du Kadiogo et un faux pas de Salitas. Et l'équipe de Bama est sacrée champion du Burkina. Saison 2018-2019. Au terme d'un match que Raimo FC aborde de fort belle manière, les académiciens multiplient les attaques. À la 35e minute, Adama Barrow profite d'une erreur de la défense du RCK et ouvre le score. Imputation pour Raimo FC. C'est le score à la pause. C'est déjà pas mal. En seconde période, Raimo laisse l'initiative du jeu à son adversaire. À la 53e minute, Yassine Kafando saute plus haut que la défense de Raimo et remet les pendules à l'heure. Un but partout. Et une joie de courte durée, car à la 65e minute, Razak Benin enrhume son vis-à-vis, trouve la tête de Adama Kone. Valentin Kwako n'y paie rien. 2-1 pour Raimo FC. C'est sur ce score que l'équipe de Bama s'impose et remporte le titre de Faso Foot 2018-2019. La joie est immense. Depuis début septembre, nous avons travaillé pour ça. Aujourd'hui, nous sommes champions. Bravo à tout le monde, aux supporters, aux dirigeants et aux joueurs. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour des jeunes gens qui ont 18 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui et qui sont champions du Burkina. Il faut le faire. Moi, je les félicite.
Je félicite tout le public burkinabé. On est content. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, mais on est un peu plus relax maintenant. Ça va. Un championnat très palpitant, j'allais même dire allaitant. Vous voyez bien que nous étions là au niveau de la Ligue de football professionnel. Je crois qu'ils ont bien organisé les choses. On a mis deux répliques de la coupe. Et il y a un trophée qui était ici, un trophée qui était au stade du 4 août. On m'avait demandé gentiment d'attendre pour voir de quel côté la balance va pencher. Ça a penché ici, je dirais félicitations à cette équipe de Raimo. C'est le 11e club à être sacré champion du Burkina. Et Raimo FC est en route pour le doubler. Coupe championnat. Oui, Fousseni, un doublé que Raimo va donc lutter face à l'AS Sonabel le 26 mai prochain pour la Coupe du Faso du côté du stade du 4 août. Vous savez, tout à l'heure on l'a vu, le président de la fédération attendait tranquillement pour voir où est-ce qu'allait pencher la balance. On va voir les images du stade du 4 août entre Salitas et l'USFA. Salitas qui devait gagner juste pour être sacré champion. Et cette frappe de Sidiki Aboubakar Traoré d'entrée de jeu. Salitas en première période a essayé de sortir de sa torpeur et surtout de marquer ce but-là qui allait le mettre à l'abri. Cette action de Samuel Amoto et cette autre action de Sidiki Aboubakar Traoré, les trois premières actions de ce match-là étaient pour les académiciens de Ouagadougou, Salimata et Tasséré. Voici cette action de Clément Putrapa, bien négociée par Daouda Diakité. Une autre action en seconde période de l'Union sportive des forces d'armée qui luttait aussi pour la troisième place de ce Faso Foot. Au final, 0 but partout, et puis on va surtout signaler aussi un cas pendant ce match-là, Aristide Dansé a été primé joueur à JSP du mois d'avril, a reçu donc son prix à la mi-temps. Fousseni. Oui, et la SINA, qu'en est-il de l'EFO qui devait tomber? Oui, qui aurait pu tomber, qui ne devait pas tomber, qui aurait pu tomber. On va voir les images de EFO à Soyena du côté du stade régional des Ignarés. Un seul but, Fousseni, regardez ce but-là, passe à l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu, et l'EFO marque l'unique but. Ce but-là vaut son pesant d'or. Et grâce à ce but, grâce à cette victoire étriquée face à sa légendaire rivale, l'étoile filante de Ouagadougou, l'Asfa Yenega, l'EFO se sauve donc et va rester en première division la saison prochaine. Quelles sont les autres équipes, la SINA, qui se sauvent à l'issue de cette 30e journée? C'est sensationnel, Fousseni, c'est abracadabresque parce qu'il y avait un match au couteau du côté du stade municipal de Banfora. Et oui, là-bas, l'USCO de Banfora, malheureusement, est tombé sur son terrain. Passé à la trappe sur son terrain. Et comment? Regardez les images. On va voir les images avec la régie. C'était très chaud entre les joueurs de l'USO et bien sûr les supporters de l'USCO. Ce sont des images qu'on n'aime pas voir sur un terrain de football. On a dû calmer. Et puis regardez cette action de la 90e minute. Alassane Belem va marquer le but assassin qui condamne l'Union sportive de la Comoé qui aura tout tenté pour revenir, mais c'était déjà trop tard. Seydou Zerbo Krol, appelé le pompier, sauve l'Union sportive de Ouagadougou qui était dans l'impasse totale, et l'USCO qui devra, après plusieurs années passées en première division, aller du côté de la deuxième division. J'avoue que pour les observateurs du football, c'est avec un pincement au cœur qu'on verra l'USCO de Banfora en deuxième division, mais c'est ça aussi la règle du football. À la dernière journée, il fallait pour l'USCO accrocher un match nul, il fallait pour l'USO impérativement prendre les 3 points, et à la dernière minute, Alassane Belem marque ce but-là qui permet à l'USO de se sauver et à l'USCO de descendre. On récapitule, le champion du Burkina cette année, Fousseni, c'est Raimo, deuxième Salitas, troisième c'est l'USFA, l'Union sportive des forces armées, et puis les deux équipes relégables, c'est l'Union sportive de la Comoé et c'est l'association des jeunes espoirs de Bobo Guirassou, la GEP. Voici donc le championnat, il est fini. Le 26 c'est la Coupe du Faso, le 5 août c'est la Super Coupe à JSP entre Raimo, qui est déjà champion, et puis sans doute l'AS Sonabel qui sera ou bien vainqueur de la Coupe du Faso ou finaliste malheureux de la Coupe du Faso. Demain, c'est lundi, on recevra dans le grand plateau du magazine des sports l'équipe de Raimo, l'équipe championne, donc sera sur nos antennes ici dès 21h pour un grand plateau, et puis on pourra parler de tout cela. On a fait des éléments, des images inédites pour Salitas et pour Raimo depuis le début de la journée de samedi, et on vous montrera tout cela demain. Merci, rendez-vous est pris donc demain à 21h sur la RTB. Tout à fait. Merci, à dimanche prochain pour Dimanche Sport. Merci à vous, la SINA. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.